Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler, comme je l'ai dit, de hauteur de caisse et les bases de l'aéro. Donc, je ferai attention à vos questions. J'essaye de répondre un maximum. Après, je ne suis pas spécialiste dans l'aéro, donc c'est possible que vous me bloquiez avec certaines questions ou alors que ça soit trop poussé pour y répondre. Là, j'essaye de faire quelque chose de, comme d'habitude, le samedi, quelque chose de simple et compréhensible par tout le monde. Donc, si à un moment vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser une question. Si vous avez un doute, allez-y, vous écrivez dans le chat. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de honte à avoir. Donc, on est parti avec la hauteur de caisse. Alors, la hauteur de caisse, comme d'habitude, j'ai repris ma petite Clio parce que j'ai des bonnes illustrations de ça. Et je vais prendre un petit pointeur, comme ça, on est impeccable. OK, donc la hauteur de caisse, en fait, ça va être l'histoire de la hauteur de la voiture. Donc, la hauteur ici à l'avant et ici la hauteur arrière. OK? Donc, ça, c'est la hauteur de caisse, ride height en anglais. Et puis ensuite, la différence entre mon avant et mon arrière, ça va me donner mon pitch ou mon rec. Et en fait, tout ça, c'est l'assiette de ma voiture. OK? Donc, la hauteur de caisse donne une assiette. Et je peux avoir du coup plus ou moins d'inclinaison. OK? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais bouger, si je monte au passage mon centre de gravité. Et en fait, sur la hauteur de caisse, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que je vais monter, je vais augmenter les transferts de charge. Donc là, en l'occurrence, si je monte que l'arrière, dans cet exemple-là, je monte que l'arrière, et ben, je vais augmenter les transferts de charge sur l'avant. C'est-à-dire que du coup, je vais charger plus mon avant et charger moins mon arrière. On avait vu hier, la semaine passée, pardon, avec le freinage. Bah, du coup, là, ça amplifierait. En phase de décélération, je charge encore plus l'avant et je décharge encore plus l'arrière. Donc, ce qui est important, en fait, c'est qu'avec la hauteur de caisse, plus je monte, plus j'augmente le transfert sur l'autre axe. Okay, plus je monte un côté, plus j'augmente le transfert sur l'autre axe. Donc là, en l'occurrence, c'est rare de voir ça sur une voiture de course, mais là, si je monte l'avant, et ben, du coup, j'enlève du transfert sur l'avant et je vais avoir plus de transfert sur l'arrière. OK? C'est pas très compliqué, en fait, la hauteur. Il faut juste être au fait que on mesure la hauteur avant, la hauteur arrière. La différence, ça nous donne un pitch, une inclinaison, et que plus je monte, plus j'augmente mes transferts, et plus je monte un axe, plus j'augmente le transfert sur l'autre axe. Donc, en fait, si je monte l'arrière, je vais charger plus l'avant. Si je monte l'avant, je vais charger plus l'arrière. OK? Est-ce que c'est compréhensible comme ça? Est-ce que c'est simple? Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Je peux changer de vue. Et du coup, la vue de face, ça fait je suis en bas, je suis en haut. OK? Et donc, si je pars d'en bas et que je tourne, du coup, là, on se retrouve en virage, eh ben, j'ai un petit peu moins de transfert que si je monte la voiture et que là, je tourne. J'ai plus de transfert. Alors, je le refais, j'ai peut-être été un peu vite. OK, je pars d'en bas. Ça me donne un certain transfert sur mes roues latérales dans un virage. Si mon réglage, je le change et que je monte ma voiture, eh ben, je vais avoir plus de transfert de charge sur le côté. OK? Donc, en fait, l'intérêt, c'est d'essayer d'être le plus bas possible pour diminuer ces transferts-là. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là de hauteur de caisse? Est-ce que vous avez des interrogations? Globalement, ce qui est important, alors hop, je peux le mettre là. Ce qui est important, c'est que, après j'ai une question de David, je vais la lire, mais ce qui est important, c'est que effectivement, des fois, donc on est pour ceux qui ont l'habitude de régler la voiture sur des balances, et ben si on monte l'arrière et qu'on est posé sur les balances, on monte l'arrière, on voit pas vraiment de différence sur les balances. On va pas mettre beaucoup plus de poids à l'avant que ce qu'on en enlève à l'arrière. Il n'y a pas une énorme variation quand on est en statique. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ça va faire une grosse variation quand on est en dynamique. Donc, OK, si ma voiture est à plat, je la pose sur les balances, OK, j'ai un certain poids aux 4 roues, un certain poids aux 4 roues. Si je lève l'arrière, mon poids aux 4 roues, il ne va pas changer énormément en statique. Par contre, oui, en dynamique, ça va amplifier les transferts et du coup, oui, ça va faire des gros écarts. Et donc, l'idée, c'est qu'avec ça, ça me permet de rééquilibrer ma voiture. Si je manque de train avant, eh ben, je peux lever l'arrière comme ça, je vais charger plus mon avant et
À l'inverse, si j'ai trop de train avant, je peux baisser mon arrière et comme ça, je vais recharger un peu plus l'arrière et équilibrer un peu ma voiture. J'ai une question de David qui dit, lorsque tu dis si ça augmente la hauteur de caisse avant, cela augmente le transfert vers l'arrière. Tu parles à l'accélération ou au freinage? Et ben, de manière générale, en fait, tes transferts ils vont être plus orientés sur l'axe qui est le plus bas. Tu vas juste déplacer un petit peu ton centre de gravité et du coup, ça va faire que tes transferts, peu importe, si c'est en phase d'accélération, alors tu as raison, je peux prendre un bon exemple. Si je décide de régler ma voiture comme ça, et ben, en phase de freinage, je vais transférer plus sur l'avant, mais en phase d'accélération, je vais en enlever moins à l'avant. Donc, dans tous les cas, la réflexion, ça reste la même. C'est que je laisse plus charger, je favorise un axe par rapport à un autre. Est-ce que c'était clair, David? N'hésite pas à me dire si ma réponse était claire. C'était peut-être hésitant. Est-ce que pour tout le monde, c'est bon? N'hésitez pas à me dire si c'est bon ou si c'est pas clair. Je suis pas sûr d'avoir été super clair sur l'explication, donc n'hésitez pas. Ça peut des fois me paraître simple et puis c'est peut-être pas le cas. Ok, c'est ok. Bon, globalement, du coup, il n'y a pas trop de soucis. Ok, donc c'était important. Ce qui était important de chasser comme a priori ou comme idée reçue, c'est que quand je change ma répartition de poids en statique. Non, quand tu changes ton assiette, tu changes pas vraiment en statique, c'est pas énorme, mais par contre en dynamique, ça va changer beaucoup. Et donc, globalement, plus je vais monter mon centre de gravité, plus je vais perdre en adhérence, puisqu'en fait, je vais venir charger plus une roue et beaucoup décharger la roue intérieure, par exemple, dans un virage. Et ça, c'est valable en voiture, c'est pas valable en kart. Par contre, c'est pas en kart. En kart, on peut trouver l'exception que si on monte le centre de gravité, on peut retrouver plus d'adhérence. Alors, j'ai plusieurs questions qui sont arrivées. Hugo qui dit donc si on baisse la hauteur de caisse à l'avant, on gagne en agilité. Tu vas gagner en tout cas, oui, tu vas avoir plus de train avant. Si tu baisses l'avant, alors effectivement, il y a une autre chose, c'est que on peut monter l'arrière, mais on peut aussi baisser l'avant. Pour obtenir un certain pitch, on peut ou monter l'arrière ou choisir de descendre l'avant. On va d'ailleurs essayer au maximum de descendre l'avant. L'intérêt, c'est de rouler au plus bas possible devant. Et souvent, ça, c'est limité par la réglementation. On a une certaine hauteur mini. Donc, pour répondre à ta question, Hugo, si je baisse à l'avant, je vais potentiellement charger plus l'avant et donc gagner du train avant, du potentiel sur le train avant. Alexandre, qui demande sur la hauteur de caisse des monoplaces, y aurait-il une différence significative sur les chronos entre deux pilotes qui auraient la même assiette, mais l'un 3-4 mm plus haut? Alexandre, parfait cette question. J'y réponds juste après, avec justement une monoplace. Sylvain qui demande la barre anti-roulis va limiter ta variation de charge de droite à gauche. Ok, donc ça, effectivement, la barre anti-roulis, c'est autre chose qu'on a vu la semaine passée ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus, mais on a parlé justement de la balance roulis qui sont autre chose. Tu peux régler, un de tes paramètres, c'est régler ta hauteur de caisse. Un autre paramètre, c'est régler tes barres anti-roulis. Et effectivement, tes barres anti-roulis, elles vont changer comment tu fais ton transfert de charge entre avant, arrière et gauche et droite. Effectivement. Louis-Henri qui demande, tu peux répéter s'il te plaît, si on a trop de train avant, on lève ou on descend l'arrière. Donc, si tu as trop de train avant, ça veut dire que si tu as trop de train avant, ça veut dire que tu charges trop l'avant. Donc, tu peux, si c'est ça, baisser l'arrière. Donc, si tu as trop de train avant, tu voudrais recharger un peu plus l'arrière, enlever de la charge à l'avant. Donc, si tu as trop de train avant, tu peux lever l'avant ou baisser l'arrière. OK? Donc, tu peux ou lever l'avant ou baisser l'arrière pour rééquilibrer ton transfert. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, Simon, ça vaut le coup de descendre beaucoup la voiture pour baisser le centre de gravité, quitte à être à limite des amortisseurs. Ça, c'est une bonne question aussi. Le but, c'est d'être le plus bas possible. Ce qui va être limitant, c'est ou la réglementation ou le revêtement de la piste, si c'est très bosselé. Et donc, effectivement, quand tu descends, tu diminues ton débattement d'amortisseur possible. OK? Ça, c'est une chose. Et globalement, tu essayes quand même de ne pas descendre trop bas et de te retrouver où ton amortisseur n'a plus de débattement. Mais on peut trouver des exemples où, par exemple, sur la Clio 3, on descend beaucoup et on gagne beaucoup plus à descendre son centre de gravité qu'à regagner du débattement d'amortisseur. Donc, je me répète,
idéalement, tu essayes d'avoir le bon débattement d'amortisseur et faire travailler ton amortisseur dans la bonne plage. Et tu essayes aussi en même temps de rouler le plus bas possible. Mais si ce n'est pas possible, eh ben, il y a des cas où il va mieux falloir favoriser l'amortisseur et des cas où il va mieux falloir favoriser le centre de gravité. En l'occurrence, là, l'exemple de la Clio 3, eh ben, c'était plus efficace, dans mes souvenirs, de baisser le centre de gravité, quitte à ne pas être dans la bonne plage d'utilisation de l'amortisseur. Question de Hervé, les variations de la hauteur de caisse en dynamique vont changer la géométrie avant, quelle incidence? Alors ça aussi, c'est une bonne question. Je ne suis pas trop rentré dans le détail, mais quand vous faites varier la hauteur, vous faites varier votre géométrie, et ça va dépendre d'une voiture sur l'autre. Ça ne va pas être toutes pareilles, elles ne vont pas toutes varier beaucoup, et donc il y a des choses qui varient, carrossage, potentiellement carrossage, parallélisme, et puis raideur en roulis aussi. Okay, ça, je ne rentre pas trop dans le détail. Ça, par contre, normalement, les constructeurs, ils donnent ces infos-là dans le manuel utilisateur. Voilà, j'espère avoir répondu aussi à cette question-là. Hugo dit, ça dépend, non, parce que par exemple en kart, sous la pluie, on peut augmenter la hauteur du châssis pour augmenter le centre de gravité. C'est pareil en auto. Eh ben, c'est un bon exemple. Parfois, tu peux vouloir monter ton centre de gravité pour faire plus de transferts sur l'extérieur. Et en fait, le cas de la pluie, c'est un peu différent parce que c'est le cas de la pluie et le cas du kart où tu essayes de monter ton centre de gravité et faire plus de transferts sur les roues extérieures pour casser le film d'eau et en fait retrouver de l'adhérence. C'est moins vrai en voiture. Allez, dernière question et après je passe à la suite. Quand on modifie la hauteur de caisse sur une course entre deux manches sur une monoplace, est-il primordial de faire les poids aux roues? Eh ben, c'est mieux si tu peux faire le poids aux roues, mais si tu n'as pas le temps, eh ben, du coup, favorise plutôt de faire ton changement qui va améliorer ta balance. Et tant pis, peut-être que ton poids aux roues, il sera un petit peu faussé, mais si tu n'as pas le temps de le faire. Mais idéalement, chaque réglage est fait sur une dalle et sur la dalle, tu contrôles ton poids aux roues, barre débranchée, barre anti-roulis débranchée, barre anti-roulis branchée. Ok, ça me fait un bon lien pour passer à la suite. Donc là, on était avec notre Clio. Et du coup, je passe justement, donc Alexandre qui posait des questions monoplace. Je parle alors de monoplace. Mais ça peut être, en fait, j'ai pris une monoplace, mais ça peut être une voiture qui a du grip aéro. Donc, il y a des phénomènes aéro sur la Clio ou sur une voiture de tourisme. Je néglige ce phénomène-là quand je déplace ma hauteur de caisse, je néglige l'influence sur l'aérodynamisme parce qu'il y en a très peu. Et en plus, sur une Clio, une voiture, elle a plutôt tendance à haute vitesse à perdre du grip aéro qu'à en gagner. On va avoir l'arrière qui va avoir tendance à se lever, même je crois bien que toute la voiture se lève un peu. Et voilà. Ou pour vous donner une idée, sur la Clio 4 que j'ai pris en exemple, je crois qu'à 200 km/h, l'appui aéro sur l'aileron arrière, ça doit être aux alentours de 30 kg. Allez, j'exagère un petit peu, mais c'est pas loin de ça. Donc, c'est très négligeable. Par contre, dès qu'on arrive avec des voitures qui ont du grip aéro, la hauteur de caisse, ça va changer les transferts de charge, mais ça va aussi avoir une influence sur l'aéro et la répartition aérodynamique de l'auto. Globalement, on va vouloir aller le plus bas possible. Et du coup, je voulais commencer par un truc qui peut faire peur, mais c'est la formule mathématique. Là, je ne vous demande pas de l'appliquer ni rien, je vous demande juste de regarder. On va voir ensemble les paramètres qui influent en fait sur l'aéro. OK? Donc ça, je l'ai bêtement pris de Wikipédia. Wikipédia, ils expliquent bien. Et globalement, sur l'aéro, sur Internet, vous pouvez trouver des choses bien expliquées. Là, c'est dire que la force de l'aéro, ce qui va rentrer en compte, donc plus la force, donc la valeur de la force de l'appui aérodynamique, ou du moins de la force aéro, va dépendre de la masse volumique de l'air. Donc, OK, le ρ, mais c'est-à-dire que en fait, ça va dépendre de la température et de la pression. Donc, ça veut dire que en aéro, il ne faut pas négliger, ça peut avoir une incidence, c'est est-ce que je suis de jour, de nuit, est-ce qu'il fait chaud ou pas? Par exemple, aux 24 heures du Mans, entre le jour et la nuit, ce n'est pas la même chose. OK? Et ensuite, pareil à Monza, entre l'altitude de Monza et l'altitude du circuit de Mexico, qui sont deux circuits relativement
semblables en termes de ligne droite et de l'importance des lignes droites, eh ben, il y en a un qui va être plus en altitude, donc avoir moins de pression atmosphérique, donc moins d'appui aéro. Donc finalement, pour des circuits typés pareils, les réglages ne vont pas être les mêmes et on va devoir mettre un peu plus de grip aéro à Mexico qu'à Monza. Ça, c'était en essayant de faire assez simple, en gros. Et la différence aux 24 heures du Mans entre jour et nuit, eh ben, la nuit, il fait un peu plus frais. Donc, ça veut dire qu'on a un petit peu moins de grip aéro, OK. Mais d'un autre côté, vu qu'il fait un peu plus frais, les moteurs fonctionnent mieux. Et souvent, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais les meilleurs chronos se font au petit matin, quand il fait frais, donc que les moteurs fonctionnent bien, et même que le soleil commence à réchauffer un petit peu la piste, et du coup, on retrouve du grip sur la piste, la température de la piste augmente, par contre les moteurs fonctionnent mieux, et du coup, on fait souvent les meilleurs chronos. Donc c'est pour dire que effectivement l'aéro marche moins bien, mais les moteurs marchent beaucoup mieux. OK? Et ensuite, donc ça, n'hésitez pas si ce n'était pas trop clair, mais bon, il n'y a pas besoin de s'attarder énormément. C'est juste pour dire, gardez bien en tête que l'altitude du circuit, ça va avoir une importance et la température, ça va avoir une importance. Ensuite, surface de référence, ça, c'est difficile à expliquer comme ça, mais en fait, c'est le projeté de la voiture vu de face. Si on projette l'image sur un plan vertical et vu d'au-dessus ou vu d'en dessous si on projette ça sur un plan horizontal. Donc ça, c'est la surface. Ensuite, on va pouvoir déterminer deux coefficients. Coefficient de traînée, qu'on va appeler le CX, et le coefficient de portance, donc l'appui, qui va être le CZ. Donc CX, ça va être horizontal et dans le sens de la voiture, CZ vertical. OK. Et bien avoir aussi en tête que la vitesse a son importance et la vitesse est ici et au carré. Donc ça veut dire que plus je prends de la vitesse, plus le phénomène est important. Le phénomène, il va être exponentiel. Donc au début, on ne va pas vraiment s'en rendre compte qu'il est au carré et de plus en plus, la vitesse va augmenter et le phénomène va augmenter énormément. OK, donc c'est un phénomène exponentiel. Voilà, c'était juste ça. Je passe à la suite, mais si vous avez des questions, dites-moi. Mais le but, c'est pas de s'attarder sur la formule mathématique, c'est juste de comprendre que température et pression, ça a une incidence, qu'il y a deux coefficients, Cx et Cz, notamment Cx et Cz, et que la vitesse est au carré. Et donc, attention aussi au vent, vent de face, vent dans le dos, ça peut avoir une forte influence sur ces phénomènes aéros. OK. Je passe à la suite, je regarde juste s'il y a eu des questions pendant que je discutais. OK. Lever du jour toujours. OK, voilà, impeccable. En carte aussi, on marche mieux au warm-up qu'en été, dit Hugo. Voilà, donc les moteurs fonctionnent mieux quand il fait frais. Donc, influence de l'aéro, je vous parlais de CZ. Donc, CZ, ça va être l'appui, c'est cette flèche verte que j'ai représentée là. Et CX, ça va être la traînée. OK, donc c'est ce qui va nous freiner en ligne droite. Et l'appui, donc c'est ce qui va nous donner du grip aéro, de l'appui aéro. OK. Donc là, normalement, c'est simple. Et j'ai laissé là les petits triangles rouges pour vous dire, c'est la hauteur de caisse et la différence avant et arrière. Donc, ce qui est intéressant après là-dedans, c'est que on va vouloir avoir des attitudes différentes selon où se trouve la voiture. Et globalement, je ne vous en fais pas la démonstration, mais on va le voir de toute façon un petit peu après, mais en ligne droite, on va chercher à faire baisser l'arrière par rapport à l'avant. On va essayer de faire en sorte que l'arrière, idéalement, on voudrait l'arrière plus bas que l'avant. OK? Pour cette histoire que dans les paramètres du calcul, il y a la surface. On veut que l'arrière vienne se cacher derrière l'avant, qu'il y ait moins de résistance possible. Donc, on essaye de descendre l'arrière en ligne droite. OK? En virage rapide, on va vouloir une voiture qui est bien équilibrée et globalement, on va vouloir à peu près la même hauteur. OK, vous pouvez me trouver des contre-exemples, mais en gros, on va vouloir une voiture à plat, à peu près la même hauteur entre avant et arrière. En virage rapide, du coup, on va vouloir laisser monter un petit peu plus l'arrière pour avoir plus de grip à l'avant, aussi bien plus de transfert, mais aussi plus de grip aéro. Et en virage lent, on va vouloir laisser monter beaucoup l'arrière
par rapport à l'avant. OK, donc c'est pour dire que la hauteur de caisse, maintenant, elle a cette influence sur le transfert de charge, OK, mais elle va aussi avoir une incidence sur comment on va balancer le grip aéro, quel grip aéro total on va avoir et comment on va le balancer entre l'avant et l'arrière. OK, si je suis comme ça dans un virage lent, je vais avoir globalement plus de grip aéro à l'avant qu'à l'arrière. Et là, ma balance, elle va changer un peu. OK, donc là, je viens vous parler de balance aéro. La balance aéro, là, j'ai mis des valeurs, mais en gros, si je suis comme ça à plat, on va dire que dans ce cas-là, j'ai 50% d'appui aéro à l'avant, 50% d'appui aéro à l'arrière. Donc, sur ma valeur totale d'appui aérodynamique, j'en ai 50% à l'arrière, 50% à l'avant. Et dans le cas où je vais remonter l'arrière ou baisser mon avant, je vais me retrouver où avec 60% du grip aéro va être sur l'avant et 40% va être sur l'arrière. Par contre, il est possible que le grip total ici soit inférieur au grip total là. OK? Je ne rentre pas à fond dans l'explication, mais en gros, plus je vais incliner mon auto, plus je vais avoir du grip total. Par contre, aussi, plus il va se mettre sur l'avant. Donc, plus j'incline ma voiture, donc plus je suis dans cette situation-là, plus mon grip aéro total, plus mon appui aéro total augmente, mais aussi plus il se balance sur l'avant. OK? Je vois que j'ai eu des questions. Exactement, donc JP, virage lent, monter l'arrière pour tourner plus facilement, effectivement, pour pouvoir pivoter plus facilement, avoir plus donc enlever du potentiel à l'arrière et en avoir un maximum sur l'avant. Donc effectivement, pour tourner le plus rapidement possible, oui. En virage, donc Hugo demande en virage, moins il y a d'aéro, plus on charge l'avant. Alors du coup, je ne suis pas sûr d'avoir compris cette question. À la limite, Hugo, si tu peux la reformuler autrement, moins il y a d'aéro, plus on charge l'avant. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Et Mathieu qui dit, donc pour simplifier ton pitch, influence tes surfaces d'appui aéro quand tu joues avec, selon les situations, pour augmenter ou pas le grip sur le train avant ou arrière. Donc effectivement, comme dit Mathieu, la hauteur de caisse va influer sur comment je répartis mon grip, mon appui aéro entre l'avant et l'arrière. Plus je vais descendre un axe, plus c'est lui qui va récupérer de l'appui aéro. OK? Donc, comme dans mon exemple ici, j'ai descendu l'avant, j'en ai plus à l'avant qu'à l'arrière. OK? Est-ce que vous avez des questions là ou est-ce que je passe à la suite? Ensuite, je veux vous parler en fait de tout ça. Eh ben, ça montre qu'il faut connaître sa voiture et comment on peut connaître sa voiture et comment savoir comment elle réagit avec l'aéro. Eh ben, on va faire une map. OK, c'est très clair jusqu'à maintenant. Donc, alors ça, c'est autre chose, Jacques. Et du coup, donc Jacques qui dit, mais quand on baisse l'avant, on expose mieux l'aileron arrière. Donc ça, c'est une chose, c'est que c'est à prendre en compte que si je baisse l'avant, je change aussi mon incidence d'aile arrière. Par contre, je suis pas capable de te dire exactement si en baissant l'avant, tu vas favoriser l'alimentation de ton aile arrière. Comme par exemple, des fois, on met plus d'angle d'aile à l'avant et finalement, on décharge finalement son aile arrière. Donc, bon. Là, j'ai pas prévu, sauf si vous insistez, j'ai pas prévu de vous parler par contre des incidences des angles d'aile avant et arrière, mais si vous voulez, on peut en parler. Je voulais donc passer à comment on va faire, comment on va pouvoir appréhender ces phénomènes. Et en fait, on va travailler avec une map aéro. Une map aéro, peut-être qu'à première vue, ça fait peur, donc je vais essayer de l'expliquer simplement. OK? La map aéro, soit on la fait soi-même, en allant sur un circuit comme par exemple Lurcy-Lévy et on fait des lignes droites et on fait soi-même sa map aéro en faisant des tests. Soit on va le faire en soufflerie, soit on va le faire par simulation, soit on a la chance de l'avoir récupéré par le constructeur qui du coup a utilisé un de ces procédés-là, et du coup on peut récupérer par le constructeur. Là, c'est un exemple d'une map aéro fournie par le constructeur. J'essaye de vous expliquer. En gros,
En bas, ici en bas, je suis au plus bas possible. Allez, du moins, j'ai baissé mon arrière quand je suis au niveau de mon petit laser. J'ai l'arrière baissé et l'avant baissé. Ici, j'ai l'avant levé et l'arrière levé. D'accord? Donc, ce qui veut dire que mon point orange, ici, cette voiture-là qui est baissée à l'avant et levée à l'arrière, eh ben, c'est sur le graphique, on va venir le lire ici. Donc, ici, c'est -2. Il y en a qui vont pas suivre ça, mais c'est compté en tour de poussant. Donc, en fait, au lieu de donner une valeur en millimètres sur la hauteur, ils ont juste donné ce que le mécanicien fait comme action et du coup, ce que ça répercute. OK? Donc, l'avant en bas, c'est ici, au niveau du -2. Par contre, l'arrière en haut, c'est ici au niveau du +2. Donc, mon point orange, ma voiture ici, situation orange, c'est ce point orange-là. Et donc, sur ma map, ça représente je suis dans cette partie orange. OK? Donc, mon point orange, j'ai fait volontairement le point de la couleur du fond. Ça ne sera pas toujours le cas après, mais donc point orange, je suis ici. Ici, ça représente quoi sur la map? Ça correspond aux valeurs orange. Je viens regarder dans la légende et je regarde. Et du coup, orange, ça veut dire que j'ai entre 42 et 44% d'appui sur l'avant. OK? Ça paraît logique. Là, j'ai effectivement, enfin, ça paraît logique, ça va le paraître après, mais OK, j'ai 44% d'appui sur l'avant. OK? Donc 66 derrière. Par contre, à l'inverse, dans la situation bleue, où j'ai l'arrière qui est plus bas que l'avant, et ben donc du coup, l'arrière qui est bas, par contre l'avant qui est haut, je suis dans cette situation-là bleu, donc mon point bleu est ici, et ça représente sur la carte cette zone qui est bleue, et alors là, on voit que du coup, ma balance est de 32 ou 34% sur l'avant. Donc en fait, quand je suis dans cette situation-là, la map aéro m'indique que je vais avoir 44% de ma balance aéro sur l'avant. Donc, j'ai 44% de l'appui sur l'avant, 66% sur l'arrière. Et 56, pardon. Et à l'inverse, si je suis dans la situation bleue, je ne vais avoir plus que 34% d'appui, de l'appui à l'avant et du coup, tout le reste à l'arrière. Donc, en fait, ici, je passe d'une balance 44%, balance aéro 44%, ici, balance aéro 34%. Est-ce que c'était clair? Je prends le temps de répondre à vos questions. En attendant, j'ai vu que… OK, donc David qui dit « Je pense que l'exposition de l'aileron arrière est négligeable, Jacques ». Je suis plutôt d'accord avec ça, mais je n'ai pas d'ordre, enfin, j'ai pas un ordre d'idée exact. David qui dit « J'aimerais bien personnellement aussi l'explication pour l'angle d'aileron ». Donc, éventuellement, si vous êtes plusieurs, OK, normalement, je peux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est clair, OK. Certains modèles ont des ailerons sans réglage et une aéro soi-disant nulle. Alors, Jérôme Robert qui dit certains modèles ont des ailerons sans réglage et une aéro soi-disant nulle. Donc, alors ça veut dire que là, on serait dans un cas où c'est purement esthétique. C'est possible qu'il y ait des voitures qui aient des ailerons arrière ou des ailes avant ou des ailes arrière juste esthétiques et qui ait effectivement aucune incidence ou très peu d'incidence, comme ça peut être le cas pour la Clio 4 où l'aile arrière, l'aileron arrière est juste plutôt esthétique qu'un vrai apport en termes d'aéro. Antoine qui demande à partir de quel niveau catégorie on peut se retrouver à travailler avec des maps aéro. Eh ben, on peut se retrouver à travailler avec des maps aéro à partir du moment où il y a de l'aéro. Ma réponse, elle est un peu bête, mais en fait, c'est globalement, à partir du moment où ta voiture a de l'aéro et que c'est un phénomène important sur cette auto-là, donc par exemple, à partir de la Formule Renault, même un peu la F4, ça va être intéressant. Après, en fonction de l'équipe et du niveau du championnat et du budget global, c'est possible que tu n'aies pas eu possibilité de faire les tests, donc d'avoir les résultats de cette map, et donc tu n'as pas de map en ta possession pour travailler avec. J'espère du coup avoir répondu à tes questions. Alors Jérôme qui demande quelle est la plage de base 1 à 5 degrés. Je ne sais pas si tu me parles de l'aile ou de l'assiette de la voiture, mais
n'hésite pas à préciser. Si tu me parles d'aileron, j'en parlerai après. Loïc, c'est clair concernant la map. Si on ne l'a pas avec la voiture, il faut uniquement aller en soufflerie où le constructeur du véhicule peut la fournir. Donc, normalement, les constructeurs ont fait les tests en soufflerie. Par contre, ils ne fournissent pas toujours les données. Ça peut être le cas, par exemple, en LMP3, où le constructeur ne donne pas ces données-là, donc il faut les faire soi-même. Aller en soufflerie, ça coûte très cher. Donc, dans l'ensemble, on va faire ou de la simulation, ou aller sur un circuit et faire des lignes droites en ayant les capteurs nécessaires sur la voiture pour pouvoir en déduire une bonne idée de la map aéro. Christophe qui demande même en slalom. Même en slalom, c'est-à-dire, ça fait référence à quelque chose que j'ai dit juste avant, mais précise-moi qu'est-ce qui est le même en slalom? C'est ta question. Alors, Hugo qui demande, ça dépend de l'inclinaison de l'aileron. Par exemple, quand on baisse l'avant, on peut changer l'inclinaison de l'aileron. OK. Mais, d'accord, effectivement, avec ton aileron, tu vas pouvoir compenser un petit peu ta balance. Oui, c'est vrai, Hugo. Si je balance toute mon aéro sur l'avant, je vais pouvoir remettre, je peux aussi décider de remettre un peu d'incidence sur mon aile arrière et du coup de rebalancer un petit peu la balance dans l'autre sens. Mais là, encore une fois, j'ai voulu que ça reste simple, donc je vous parle que en termes de hauteur et donc avec cette histoire de fond plat. Une autre chose qui peut paraître évidente pour certains, mais pas pour tous, plus on va aller bas, mieux c'est. Plus on va aller bas, plus on va avoir du grip aéro. Plus on va monter, plus on va perdre ce phénomène de grippe aéro, de dépression sous le fond plat. Et du coup, on va avoir moins ce phénomène d'être plaqué au sol. OK? Alors, du coup, j'ai pris un peu de retard sur les questions. David qui demande, il y a de l'aéro essentiellement en proto et en monoplace. Oui, mais certaines GT, ce n'est pas négligeable non plus. Sur les GT, à partir du moment où tu as un fond plat, ça va avoir une grosse importance. OK, fond plat, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais OK, du moment qu'on a fait attention à le dessous de la voiture. Alexandre demande, le pitch a-t-il plus d'influence que le réglage des ailes sur la charge aéro? Les deux phénomènes ont de l'influence, et ça peut se quantifier aussi, de savoir quand je mets 1 degré d'aile, de combien je bascule ma balance aéro. OK. Par contre, la hauteur de caisse, c'est sûr que c'est un énorme phénomène puisqu'il y a une énorme surface. C'est la surface de la voiture comparée à une surface d'une aile avant ou d'une aile arrière. Donc, ça a énormément d'influence, le fait de comment tu fais fonctionner ton fond plat. Ça me permet du coup, entre deux questions, de redire que le but, c'est de rouler le plus bas possible, mais attention à une chose, quand je roule bas et que plus j'avance et plus je vais vite, plus je vais avoir du grip. On a vu un V carré, donc je vais descendre, ma voiture va descendre, Et si je suis parti de trop bas, au bout d'un moment, elle va tellement descendre qu'elle va toucher par terre. Si elle touche par terre, il n'y a plus d'air qui passe. Donc là, je perds le grip, la voiture remonte, le phénomène se remet, elle redescend, je touche le sol, elle remonte. Et c'est ce que on appelle le pompage aéro, et c'est ce qui arrive des fois dans les hunaudières au Mans, où les voitures en fait se mettent à vibrer, à pomper en fait. Donc le pilote il ressent de la vibration parce que du coup on perd l'aéro, on reprend l'aéro, on perd l'aéro, on prend l'aéro, et du coup c'est du pompage aéro. Ok, alors je reprends les questions. Donc Jérôme qui demande pour l'aile arrière des degrés d'incidence. Eh ben, écoute, ça peut varier entre -1, allez, je sais pas, peut-être -3 et 12 degrés, 11 degrés de ce que je connais sur la LMP3. Voilà. Allez, tu vas varier du coup entre ton 0 et ton 12 degrés, je crois, si je dis pas de bêtises, 12 ou 13 degrés. Will, va-t-on parler de l'effet de sol? Eh ben, on est vraiment là en plein dedans, justement. Je parle vraiment de l'effet de sol. On est en plein dans le sujet. C'est effectivement de ce phénomène-là qu'on est en train de parler. David Châtaignier qui demande donc Ginetta GT4, l'aéro est important. L'aéro n'est pas aussi important qu'une monoplace ou un proto, mais oui, il a une incidence non négligeable. Avec du pitch, tu augmentes la dépression sur l'arrière due à l'extracteur. Donc avec du pitch, effectivement,
Avec du pitch, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire avec plus d'inclinaison, du moins si j'ai bien compris Loïc, effectivement, tu vas favoriser le phénomène, donc tu vas avoir plus de grip, plus tu vas avoir de l'inclinaison, plus tu vas avoir du grip général. Donc plus tu vas avoir d'appui aéro, mais par contre, plus aussi tu vas l'avoir balancé sur l'avant. Et peut-être que du coup, c'est inconduisible parce que tu as fait tellement, tu as beaucoup de grip, ok, mais il est tellement balancé sur l'avant que tu n'arrives pas à tenir l'arrière. Donc ça, c'est un phénomène à prendre en compte. C'est pas toujours idéal d'avoir le plus de grip total. Le grip aéro total, c'est pas forcément le mieux. Il faut favoriser sa balance, la balance aéro. Ok. Après, attention à une chose, c'est que c'est pas à l'infini. Au bout d'un moment, si je lève trop l'arrière, là, du coup, je perds complètement le grip. Alors, d'autres questions de Jérôme. En termes de se mettre en fréquence, vient de là. Oui, alors il y a des voitures au Mans, pareil, qui se. Bon, alors là, c'est un autre sujet. Du coup, là, on rentre après dans tout ce qui est fréquence et du coup, là, dans les cas de résonance et tout ça. Donc, bon, je creuse pas là-dedans, mais faire attention effectivement au pompage aéro. Et il y avait l'histoire des ressorts aussi, où tu dois faire attention à ta dureté de ressort en fonction de la fréquence. Hugo qui demande. Donc en F1, il joue énormément avec le pompage alors, vu les étincelles en ligne droite. Et ben en fait, justement, ils vont pas jusqu'au pompage, ils vont pas jusqu'au toucher. Ils ont ces petites, je sais pas si c'est si c'est en titane ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça. En F1, je suis pas super calé en F1, mais du coup c'est des petits tasseaux, enfin des petites cales en titane, je crois, ou quelque chose comme ça, qui font les étincelles pour que la voiture elle vienne pas trop bas. Et c'est surtout que eux, sur les voitures qui ont de l'aéro, souvent on a une planche en bois dessous qui permet de mesurer si on est descendu trop bas par rapport au règlement. Pour faire simple, c'est pour éviter du coup de venir frotter trop et aussi justement de perdre euh, l'aéro en bas. Et après, je ne veux pas empiéter sur la suite, donc je risque de passer rapidement à la suite. Hervé qui demande le pompage, d'où les autos qui s'envolent au Mans. Alors, il y a deux phénomènes, c'est toujours pareil, c'est l'histoire de fréquence de tes ressorts et d'aéro. Il y a deux phénomènes en fait où au bout d'un moment, ta voiture elle est déphasée et elle s'envole. Ok. Mais ça, j'en parle pas là, mais on peut en parler une prochaine fois si ça vous intéresse vraiment. Du coup, j'ai eu la précision que ça serait apparemment en F1, ça serait en tungstène, les petites cales qui font les étincelles. Ok, je passe à la suite. Donc là, je vous ai parlé de balance aéro, donc la balance entre l'avant et l'arrière. Maintenant, je vais vous parler du CZ. Donc CZ, c'est l'appui vertical de la voiture. Ok. Donc CZ, j'aurais pu faire une petite flèche d'ailleurs. Et donc, je compare une situation où, j'aurais pu le faire mieux, où j'ai l'arrière qui est bas et une situation où j'ai l'arrière qui est relevé. Ok, donc en bleu, l'arrière qui est bas. Ok, donc l'arrière bas, je vais vers le -2 et l'avant volontairement exagéré, je le mets en haut. Je me retrouve le point bleu, donc il est dans cette zone bleue. Cette zone bleue m'indique que globalement, mon grip aéro total est de 1,14. Bon, juste retenir 1,14. Et je suis dans cette situation-là où je suis au plus bas possible devant et je suis aussi un petit peu bas derrière. Donc là, j'ai baissé au plus bas possible mon avant et j'ai quand même un petit peu baissé mon arrière, mais pas autant que mon avant. Et là, je me retrouve avec cette zone rose qui est assez fine là, où c'est ma valeur maximale de grip aéro possible. Où là, je suis à 1,28, 1,30. OK? Donc, entre ces deux configurations-là, je n'ai pas la même balance, mais je n'ai pas non plus le même grip aéro total. J'espère que du coup, ça c'est clair. Ah, et du coup, pardon, j'ai pas fait gaffe. Il y avait Pierre-Yves qui disait anti. Ouais, ouais, autant pour moi. Je suis pas sûr de l'info hein, pour le tungstène, hein, mais ça sera à vérifier. Ok, est-ce que ça c'est clair? Donc, il y a vraiment cette histoire que j'ai un paramètre. En changeant la hauteur de caisse, je change ma balance entre l'avant et l'arrière. Mais j'ai aussi, en fonction de l'inclinaison que j'ai, je n'ai pas le même potentiel aéro total. D'accord? Voilà. Et pour revenir à un sujet le mieux, c'est pas toujours d'avoir le maximum du grip aéro, le mieux, c'est d'avoir la meilleure balance pour sa voiture. OK. Je passe à la suite.
Là, je vais essayer d'expliquer le CX. Donc là, le CX, on avait dit, c'était la traînée. C'est ce qui va freiner ma voiture. Et donc ça, il faut regarder du coup la voiture de face. Et j'ai essayé de faire deux exemples, mais je n'ai pas trouvé bien les images. J'essaie de faire un exemple où la voiture, là, dans ce cas-là, l'arrière est baissé un peu plus que l'avant. Donc l'arrière, il est dissimulé derrière l'avant. Et là, j'ai essayé de faire un cas un peu mal représenté où j'ai levé l'arrière et du coup, j'ai plus de surface. En fait, quand on regarde la voiture de face, on voit plus apparaître l'aileron et plus apparaître l'arrière de la voiture. Ok, c'est un peu exagéré, c'est juste pour simplifier. Ici, c'est ce que je représente en vert. Et donc, j'ai dit en gros position 0 pour l'arrière et pour l'avant. Ok, donc je suis dans cette zone verte où du coup, je vais avoir un CX, donc une traînée de 0,6. Ok, donc une valeur de 0,630. D'accord. Si j'avais fait, comme on avait dit, idéalement en ligne droite, je laisse l'avant comme il est, mais je continue de baisser l'arrière, et ben je me retrouve dans cette zone-là, rouge. Rouge, on voit que j'ai encore un peu moins de traînée. Donc là, ça explique que j'ai intérêt du coup à aller faire descendre mon arrière. OK. Et si je pouvais, je ferais même monter mon avant pour me retrouver même dans cette zone-là idéale, si je dis pas de bêtises, et qui est là à 626. Donc là où j'ai le moins de traînée, c'est si je fais monter mon avant quand j'ai fait descendre mon arrière. OK. Et la situation orange où j'ai pas bougé l'avant, mais j'ai monté l'arrière, donc je bouge pas l'avant, par contre, je monte l'arrière, je me retrouve ici, zone orange, 636. Donc là, on voit que j'ai plus de traînée. Donc on a vu que si j'incline ma voiture, c'est bien parce que j'ai plus, on est content parce qu'on a plus de grip, on a plus d'appui aéro. Par contre, on a aussi plus de traînée. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que ça va être une histoire de compromis. On va essayer de décider ou de trouver, soit par expérience, soit par la simulation, et il y en a qui m'en parlent des fois, l'intérêt de la simulation. Et ben, l'intérêt de la simulation sur ordinateur, du lap time simulation, donc essayer de simuler un temps autour, et ben, ça va être de trouver l'intérêt de est-ce que ce circuit-là, je dois privilégier. Alors, mon exemple, il est faux, je viens de me rendre compte que je suis inverse. Mais est-ce que je dois privilégier d'avoir beaucoup d'appui quitte à avoir beaucoup de traînée? Donc, c'est là où je me suis trompé sur mes flèches, mais c'est pas grave. Donc, est-ce que je dois privilégier un cas où je veux beaucoup d'appui quitte à avoir beaucoup de traînée, ou alors avoir un cas où, tant pis, j'ai peu d'appui, mais du coup, j'ai peu de traînée. Donc, est-ce que mon circuit, je vais gagner plus de temps pour simplifier en virage, ou est-ce que je vais gagner plus de temps en ligne droite? OK? Donc ça, c'est un des paramètres qui va être travaillé avec la simulation en amont. C'est vu que les deux vont ensemble, eh ben, il faut faire un choix. Est-ce que je privilégie le downforce, l'appui aéro, ou est-ce que je privilégie d'avoir moins de drag, moins de traînée? OK? Alors, il y a Guillaume qui fait une petite précision, donc ça veut dire qu'il a été se renseigner. Merci. Petite précision de Guillaume. Les cales étaient apparemment en tungstène auparavant, mais toutes les équipes F1 se seraient mis d'accord pour changer pour du titane, un métal moins dur afin de pouvoir générer des étincelles pour favoriser le chaud. Donc, les étincelles sont réapparues ces dernières années. OK. Merci du coup, Guillaume, pour la participation et l'information. Donc là, on a privilégié la matière on a privilégié le choix de matière en fonction du spectacle. OK. Donc, pour vérifier qu'on a bien compris, je vous ai pris un autre exemple où là, je vous ai pris une autre map aéro, okay, d'une autre voiture. Et du coup, elle est faite un petit peu différemment, mais le fonctionnement, ça reste le même. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est plus facile à comprendre. 0, donc ici, c'est 0 à l'avant. Et plus je monte ici, plus je monte ma valeur à l'avant. Donc, on voit 0 et je peux monter jusqu'à 50. Donc, 0 mm, 50 mm. Et la même chose à l'arrière. Je peux regarder de 0 mm jusqu'à 175 mm. D'accord? Et du coup, ici, je compare mes deux situations. Ma situation en bleu, j'ai dit ma hauteur de caisse arrière est de 15 mm, à l'avant, elle est de 25. OK, donc je prends à l'avant 25, hop, je vais chercher mon 25, et à l'arrière 15, hop, je viens me mettre ici. OK, donc je vois que je suis la transition, on va dire, bleu ciel vert, et ça, c'est mon total downforce. Donc là, en bleu, eh ben, plus je vais vers le bleu, moins j'ai d'appui, plus je vais vers le rouge, plus j'ai d'appui. Donc, je vois que là, dans cette configuration-là,
j'ai moins de total downforce, j'ai moins d'appui total, ok? J'ai moins d'appui que le cas rose, le cas rose qui est dans une valeur plutôt jaune-orange. Et là, effectivement, c'est l'arrière qui est plus haut que l'avant. Donc, jusqu'à maintenant, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, ça paraît logique. Là, si je baisse plus mon arrière que mon avant, eh ben, je vais avoir moins d'appui total. Mais par contre, on voit aussi avec cette roadmap, c'est pas super clair, j'aurais pu prendre d'autres valeurs, mais qu'on va tendre à avoir moins de traînées. Et encore, on voit que là, on est globalement quand même dans la même zone. Donc, mon choix entre l'un et l'autre, ça serait clairement plutôt le rose ou orange selon votre ordinateur, plutôt cette configuration-là où j'ai beaucoup plus d'appui et pour autant, j'ai pas tellement plus de traînées. D'accord? Mais bon, si le point orange peut-être s'était retrouvé ici, bah, j'aurais eu beaucoup plus de traînées en comparaison au point bleu. Est-ce que pour cette partie, là, normalement, j'ai fini du coup ce que je voulais vous expliquer sur hauteur de caisse et les bases un peu de l'aéro. Est-ce que vous avez des questions? En attendant, je remets la caméra en grand. Donc Loïc me dit que c'était super clair. N'hésitez pas si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Moi, le but, c'était de ne pas rentrer complètement dans les détails, mais d'essayer de vous expliquer comment on peut travailler et la double incidence de la hauteur de caisse sur une voiture qui est aéro. Donc Loïc qui dit effectivement, d'un point de vue physique, ça paraît logique. Logique, une fois qu'on l'a vu, au début, c'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Alors, on me demande un peu les ailes. Ok, donc Olivier qui dit que c'est un peu compliqué. Pas de souci, merci Julien. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Et éventuellement, vu qu'il reste, allez, encore 10 minutes avant que je vous perde tous, je peux faire un petit passage sur l'aile arrière et vous parler d'un élément sur l'aile arrière. Fabien, du coup, à ta question, non, là, du coup, sur ce coup-là, je n'approfondis pas plus sur le sujet-là, mais on peut en parler, surtout qu'on doit s'appeler dans la semaine, Fabien, donc pas de souci. Ouais, Cyril, plus qu'à travailler. Alors, Hugo qui demande, juste à titre de comparaison, en F1, Mercedes aurait plus d'appui à l'avant et Ferrari en aurait moins. Ok, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, c'est possible. Après, effectivement, selon la conception de ta voiture, eh ben, tu dois changer ta balance aéro plus ou moins sur l'avant. Ok. Alors, ça, c'est une bonne question, je l'attendais, de Joachim. Sur une map aéro réalisée sur circuit, comment tu détermines tes données d'entrée, les valeurs comment en fait tu détermines ta map? Eh ben, ta map aéro, pour la faire, tu vas avoir besoin idéalement, des poussants instrumentés. Alors, en gros, c'est ce qui va te permettre de déterminer la charge qui s'applique sur ta voiture. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une sonde pitot pour faire simple, ça va te permettre de savoir si tu as du vent et pouvoir le quantifier, donc vent de face ou de dos et de combien, ok. Et, voilà. Et du coup, à partir de là, tu vas pouvoir faire tes essais. Et idéalement, même avec ça, tu rajoutes des capteurs laser qui te permettraient de savoir où est-ce que tu te situes par rapport au sol. Donc, si je refais, basiquement, il faut de quoi savoir quelle charge s'applique sur la voiture, être capable de mesurer la vitesse du vent et être capable de connaître en direct ta hauteur avant et ta hauteur arrière. Okay, donc, poussant instrumenté, des capteurs laser pour la hauteur de caisse et une sonde pitot. Ok. Si tu n'as pas les poussants instrumentés ou si c'est interdit ou si de toute façon tu n'es pas en double triangulation et que du coup tu es sur une auto où du coup, tu feras avec les débattements d'amortisseurs. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'avec les débattements d'amortisseurs, il faut que du coup, tu estimes la charge qui s'applique à la voiture. Tu es un peu moins précis, mais tu peux faire beaucoup. Voilà. Si ça intéresse du monde, on peut approfondir ce sujet-là une prochaine fois.
Julien qui dit « J'ai pas suivi au moment de parler des capteurs utilisés pour connaître l'appui aéro ». Oui, en fait, les capteurs, les poussants instrumentés, enfin, ou poussants ou tirants, oui, c'est une jauge de contrainte. Jauge de contrainte, elle va te donner donc l'effort qui s'applique. Question d'Alexandre. Quand tu règles la hauteur de caisse pour être le plus bas possible avec la courbe d'acquis de la hauteur de caisse, tu fais en sorte que la voiture ne touche pas du tout le sol ou pas plus de 2 ou 3 fois. Il y a deux choses. Après, si tu touches, mais que c'est juste sur des petites bosses, en fait, il faut faire la différence. Il y a le fait de toucher sur un vibreur ou sur une petite bosse, donc ça va venir râper un petit peu ta planche dessous. Mais il y a aussi si tu viens te poser sur la planche, où là, tu vas venir complètement la frotter. Donc, tu as deux choses. Tu vas essayer qu'en ligne droite, ta voiture ne vienne pas se poser sur la planche, mais tu vas aussi éviter qu'elle vienne se poser sur la planche au moment où tu prends les freins. Parce que alors là, du coup, ça donne l'impression que tu bloques les roues avant. En tant que pilote, tu as l'impression que tu bloques les roues avant, en fait, parce que tu es posé sur la planche et du coup, tu as tendance à, du coup, en plus, à bloquer. Il y aurait un guide pour réaliser justement sa map aéro, un endroit pour approfondir sur la création. Pour répondre à David Châtaignier, n'hésite pas à me relancer sur Facebook ou par message en direct. Je peux te donner 2-3 pistes. Il y a des trucs intéressants sur Internet ou des livres qui existent. N'hésite pas. Est-ce que du coup, alors pour… allez, j'essaye de faire vite fait. Je vous parle juste d'un truc et après on arrête. Comme ça, j'aurais réussi à faire que 1 heure ce coup-là. Je vais vous repartager mon écran. Donc du coup, hop, je voulais vous parler, alors à ce moment-là, on a parlé d'elle. Ce que j'avais éventuellement préparé, c'était de vous parler de l'histoire du gurney et savoir ce que c'était un gurney. C'est cette petite réglette qui vient en bout d'aile. Et là, j'ai essayé de vous trouver un exemple sur un schéma d'une Red Bull où en fait, c'est cette petite réglette qui vient en bout d'aile. OK? Et c'est savoir à quoi ça peut servir. C'est pas toujours très intuitif pour tout le monde. D'ailleurs, j'en profite aussi pour un petit détail. Vous avez vu que maintenant, les ailes arrière, elles sont prises par le dessus. Et sur les anciennes voitures, on avait plutôt l'habitude de les voir prises par dessous. Ok, donc l'aileron était posé sur le mât, alors que là maintenant le mât il vient prendre par au-dessus. Bah ça, du coup, c'est pour essayer de maximiser la surface de l'aile, puisque le plus important, c'est la surface pour une voiture, c'est la surface qui est dessous. Donc plus elle va être grande, plus on va avoir d'appui. Ok, bah Will le savait déjà, impeccable. Donc, l'histoire du gurney, c'est que si j'ai un faible angle d'attaque, voilà à peu près ce qui se passe. Par contre, si je commence à mettre beaucoup d'angle à mon aile, on est d'accord, c'est une vue de profil de mon aile. Si je mets beaucoup d'angles, donc comme c'est marqué, separate flow, du coup, en fait, l'air n'arrive pas à coller l'aile, il n'arrive plus à suivre, et du coup, finalement, je perds la capacité de mon aile, je perds en appui. Si j'utilise un petit gurney, je vais créer derrière une petite dépression, une petite perturbation, petite turbulence, qui va faire que du coup, l'air sous mon aile, il va venir se recoller. Et en fait, le gurney, c'est comme si j'avais une aile plus grande. Donc l'intérêt du petit gurney, c'est que ça va redonner de l'énergie à l'air et il va venir pouvoir recoller à l'aileron et ça va faire l'équivalent d'une aile plus grande. OK? Donc, et ça, il y a pareil sur Internet, vous pouvez trouver des petites vidéos sur YouTube ou quoi qui sont intéressantes et qui expliquent ce phénomène-là. Voilà. Et après, dernière chose, et comme ça je finis là-dessus, ça c'était juste pour les curieux sur ceux qui jouent, parce que parmi vous il y en a, ceux qui sont un peu sur les simulateurs, eh ben, on peut en rediscuter si ça vous intéresse une prochaine fois. Mais il y a pas mal d'infos qui sont d'office données dans les jeux en data, notamment là sur e-racing, où on peut avoir les débattements d'amortisseurs, donc comment se déplacent, là c'est marqué suspension-position, donc comment se déplacent les suspensions, comment se compriment-elles pendant le tour. Ensuite, ça va permettre, et il le donne directement, comme si on avait des petits capteurs laser, la hauteur à l'avant gauche, à l'avant droit, à l'arrière gauche, à l'arrière droit. On va avoir la vitesse, on a ce capteur-là. Donc ensuite, on va pouvoir déduire où on est à l'avant ou à l'arrière, et puis finalement, être capable de déterminer à chaque fois son pitch. Donc ça, c'était juste pour donner un peu de réflexion à ceux qui sont sur les jeux en ce moment. Et si ça vous intéresse qu'on creuse un peu aussi la partie
virtuel et qu'est-ce qui est possible de faire avec le virtuel, vu que c'est mon actualité en ce moment. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou en message. Eh ben, merci à tous. Et puis, bah, je mets fin à cette réunion.